Bonjour à tous, aujourd'hui une petite présentation du jeu Paléo dans lequel nous jouons une tribu d'hommes à l'âge de pierre qui cherchent à survivre et à développer de nouveaux savoir-faire. C'est un jeu totalement coopératif dont le but est de réaliser la totalité d'une peinture rupestre d'un mammouth qui compte 5 pièces avant d'avoir accumulé 5 crânes. Pour cela, les joueurs devront collaborer pour chasser, découvrir l'environnement et lutter contre les dangers. La table de jeu se divise en plusieurs plateaux. Le camp de base, sur lesquels les joueurs accumulent leurs ressources, nourriture, bois et pierres, qui permettront à leurs personnages de survivre, de faire des découvertes et de fabriquer des outils. On y trouve également des cartes à récupérer, personnages, rêves et idées. Il y a aussi le tableau nuit, sur lequel se trouve l'emplacement de la peinture rupestre à réaliser, et celui des crânes, ainsi que des emplacements pour les cartes secrets et les cartes missions. On en reparlera. Et finalement, il y a le plateau Nature Sauvage, qui sera le plateau de défausse des cartes. Et il y a également leur atelier des outils à assembler ou à collecter, et le cimetière qui recevra son lot de cartes. Au début de la partie qui peut se jouer de 2 à 4 personnes, ici on joue à 3, on prend 2 personnages par joueur. Sur ces cartes personnages, on a la durée de vie avec le nombre de cœurs, la compétence, il y en a 3 possibles, force, perception et habileté, et parfois un outil que l'on va tout de suite récupérer. Ici, on récupère une torche que l'on pourra consommer pour avoir une compétence de plus pour réaliser une action. Là, une peau qui protège d'un dégât. Ici, une corde qui, lorsqu'elle est consommée, vous offre au choix une des compétences en plus. Ici, ces outils, lorsqu'ils sont utilisés, ils sont défaussés. Mais il y a certains outils qui ne se défaussent pas et une fois qu'on l'a, on a la compétence associée. Comme par exemple le silex ou la lance. La première phase jour commence. On distribue équitablement aux joueurs toutes les cartes du monde à visiter. Au début du premier tour, chaque joueur va tirer 3 cartes de son paquet sans les retourner, puis en choisir une et remettre les 2 restantes sur leur paquet. Il y a des cartes différentes, reconnaissables à leur verso qui fournissent des indices sur ce qu'on peut y trouver. Il y a les cartes environnement qui permettent de récupérer certaines ressources. Il y a également le foyer qui va permettre de fabriquer des outils ou avoir des cartes rêves, idées ou personnages. Et puis, il y a les cartes particulières avec des missions un peu plus complexes qui permettra la réalisation d'une partie de la peinture. Bon, ici, le premier joueur a pris une carte forêt, le second aussi, et le troisième une carte montagne. On retourne les cartes. Il y a un sous-bois où l'on peut faire l'une des 3 actions indiquées. Récupérer une nourriture si le joueur défausse une carte de son jeu, ou un bois s'il défausse 2 cartes de son jeu, ou il peut venir en aide à un autre joueur. Le deuxième joueur a arbre, qui lui permet, s'il a dans ses personnages 2 habiletés et s'il défausse 2 cartes de son jeu, de récupérer 3 bois. Ou de juste défausser 2 cartes de son jeu pour avoir un seul bois, ou alors aider quelqu'un. Le dernier joueur a pierre, lui offrant également la possibilité, s'il a dans ses personnages 2 habiletés et s'il défausse 2 cartes de son jeu, de récupérer 3 pierres, ou juste défausser 2 cartes de son jeu pour avoir une seule pierre ou aider quelqu'un. Là commencent les discussions entre joueurs pour décider quelles actions sont réalisables et s'il faut collaborer pour les réaliser. On peut jouer les cartes dans le sens qu'on veut. Ici, le premier joueur défausse une carte pour une nourriture, le deuxième défausse 2 cartes pour un bois, et le dernier défausse 2 cartes pour une pierre. Les cartes défaussées vont sur le plateau Nature Sauvage, ainsi que les cartes que l'on vient de jouer. Toutes les cartes qui s'y accumulent au cours du jour seront remélangées pour être jouées le jour suivant. Puis, on commence le deuxième tour du premier jour. Les joueurs tirent à nouveau 3 cartes. Le premier joueur choisit une carte rouge avec des ronces qui n'augurent que du danger. Le deuxième part sur la forêt et le troisième sur un feu de camp qui lui permettra peut-être de fabriquer des choses. La carte rouge a le nom Perdu. Le joueur a 2 choix. Soit, s'il a une compétence perception, il défausse 2 cartes et il peut tirer un rêve. Soit, un de ses personnages prend un dégât. Il n'a pas de perception sur ses personnages, mais il a une torche qui peut lui en fournir une. Donc il la défausse. Il tire la carte rêve. Sur cette carte, il y a plusieurs actions possibles. Il choisit de défausser 3 cartes. Parmi ces cartes, il y a un dos rouge. Et quand on en défausse une, on prend un point de dommage que le joueur peut placer sur n'importe qui. Ici, il le place sur le gardien, qui peut prendre beaucoup de points de dommage. Le joueur récupère ainsi un bois et de nourriture. 2 choses à noter ici. Si le joueur défausse beaucoup de ses cartes, sa journée va passer vite et il ne pourra pas forcément faire beaucoup d'actions.
Et pour les cartes à fond rouge, il semble dangereux de les défausser, mais si vous les choisissez, vous devez absolument les réaliser, ou perdre des cœurs. Vous ne pouvez pas choisir de ne pas les réaliser comme on peut le faire avec une carte normale à fond bleu. Il défausse ensuite les cartes qu'il a jouées, c'est au tour du joueur suivant. Avec cette carte, il peut soit aider quelqu'un, soit construire un outil présent sur leur atelier, ou ajouter une carte outil du plateau camp de base sur leur atelier, pour permettre la production de celle-ci. S'il choisit de fabriquer une lance, il a besoin de dépenser un bois et une pierre, et il place la lance dans son groupe de personnages, qui a désormais 3 compétences de force, très utiles pour la chasse. S'il choisit de tirer une carte outil, ici c'est la corde, il la place sur leur atelier, et tous les joueurs peuvent désormais la fabriquer s'ils dépensent un bois. Bon, ici le joueur décide pour la production de la lance. Allez, un dernier petit tour pour ne pas vous déflorer tout le scénario 1. Ok, le mammouth du troisième joueur est intéressant car il ramène 4 nourritures et une peau. Mais il faut 4 forces. Or le joueur 3 n'en a que 3. Le joueur 2 ne peut de toute façon pas réaliser sa carte, alors il décide de lui venir en aide pour lui apporter la 4e force. Le joueur 3 défausse donc 3 cartes et prend un dégât car il jette une carte rouge. Et il récupère les grains de la carte. Et il met la carte jouée dans le cimetière à cause de ce symbole. La carte est perdue pour toute la partie et ne reviendra pas les jours d'après. Le joueur 1 a une décision à prendre. Il a une compétence habilité et s'il défausse 2 cartes et place la carte arbre déraciné dans le cimetière, il récupère 3 bois, mais la carte ne reviendra pas au cours de la partie. Par contre, s'il ne défausse qu'une carte, il ramasse un bois et défausse la carte. Elle reviendra donc le jour d'après. Mais je ne vous dis pas ce qu'il a choisi. Et les tours continuent jusqu'à la fin du jour. Le jour s'arrête lorsque on a fini son paquet. La nuit est alors jouée. Il faut nourrir chaque personnage avec une nourriture. Si un personnage manque de nourriture, il prend un dégât, le cœur cassé, et on met un crâne sur le plateau nuit. Autant vous dire qu'il faut bien préparer les ressources pour la nuit. En plus, il faut réaliser les 2 cartes mission. Pour la première, par exemple, il faut soit défausser 3 viandes et une peau, soit prendre un crâne. Et pour la seconde mission, jeter un pion tente ou prendre un crâne. Et ici, dans ce cas-là, le clan n'en a pas, et donc ils prennent un crâne. La nuit est un cap difficile à passer à cette époque. Donc, pendant le jour, il faut à la fois récupérer des ressources, fabriquer une tente, récupérer des peaux pour la nuit, et en plus, essayer de peindre le mammouth. Après la nuit, on repart évidemment pour une phase jour. Les cartes de la défausse sont regroupées en un paquet, de nouveau redistribuées entre les joueurs, et on commence les tours. On continue l'alternance jour-nuit jusqu'à la victoire ou la défaite. Mais attention, au fil des jours, les ressources s'amenuisent, car certaines vont au cimetière. Donc il ne faut pas trop traîner. Dans ce jeu, il y a pas mal de stratégies compliquées par le fait qu'on est dans un monde inconnu qu'on découvre au fur et à mesure. Ce n'est pas facile du tout et ça représente un vrai challenge. Il y a une excellente rejouabilité avec un scénario. Et quand on sait qu'il y a 10 modules avec lesquels il nous propose 7 scénarios de plus en plus difficiles, ajoutez à cela la possibilité d'essayer de nouvelles combinaisons entre les modules, il y a un peu de temps avant d'épuiser le jeu. Globalement, je trouve le monde créé très homogène et réaliste, malgré quelques bizarreries dont je parlerai tout à l'heure. Pour avoir joué à 2 et 3, comme très souvent, le jeu à 2 offre une qualité de jouabilité un peu plus limitée. Comme je vous l'ai dit, chaque joueur va au départ tirer 2 personnages qui vont avoir chacun une compétence. Et donc, à 2, vous partez avec 4 personnages. Donc, au départ, peu de combinaisons possibles pour augmenter votre nombre de compétences pour réaliser une action en collaboration. Évidemment, les combinaisons sont plus faciles si vous jouez à 4, où vous partez avec 8 personnages, donc potentiellement 8 compétences. Cela est encore plus frustrant lorsque vous jouez pour la première fois un scénario, car vous avancez dans l'inconnu,
et vous ne connaissez aucune des cartes, et donc vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer. Il est donc difficile de prévoir quelles compétences seront nécessaires. Difficulté qui est du coup plus gérable lorsqu'on joue à 3 ou 4. Mais c'est ce monde inconnu que vous devez découvrir qui est la bonne idée du jeu. Quant à la critique de la véracité scientifique du jeu, je ne vais pas chercher à trouver le faux du vrai dans tout le jeu, car d'abord je n'ai pas regardé tous les modules pour me garder la surprise, et ensuite c'est un jeu créé par un paléontologue, et il y en a trop dans mes abonnés pour que je me lance dans une critique de cette communauté enragée. Non, sérieusement, la mise en situation est assez vague pour faire un peu ce qu'on veut. L'âge de pierre ou paléolithique est une longue période qui va de moins 3,3 millions d'années avant notre ère à moins 3000 voire moins 2000 en fonction des régions. Bon, le fait qu'il y ait des mammouths laineux fait qu'on se trouve plus précisément entre moins 150 000 ans et 10 000 ans. Du coup, la période colle bien avec la tête des hommes qui ont une bonne allure d'Homo sapiens, même si la forme du crâne me pose un petit problème et me fait penser plus à un Homo erectus. Je ne sais pas ce qu'en pense la paléosphère. Pour la zone géographique où cela se passe, il n'y a pas vraiment d'indication, même si le jeu s'enferme probablement sans le faire exprès, dans les Mascareignes, archipel de l'océan Indien qui compte 3 îles principales, Maurice, Rodrigue et la Réunion. Oui, puisqu'il y a un dodo dans la faune rencontrée, qui ne se trouvait que là. Bon, c'est pas très grave, même si je suis pas sûr qu'il y ait eu sur ces îles toutes les autres espèces trouvées dans le jeu, les loups, les mammouths, les bisons, les sangliers, les ours ou les bouquetins. En plus, certaines cartes nous font un peu sortir de l'âge de pierre, comme le cromlech, dont les âges, dans le peu de références que j'ai trouvées, tournent autour de moins 3000 à moins 4000 avant Jésus-Christ, soit 6000 ans après la fin de l'âge de pierre. Mais peut-être qu'on manque un peu de références et que cela existait avant. Quoi qu'il en soit, le jeu est vraiment sympa, et si vous avez l'occasion d'y jouer, n'hésitez pas. C'est exigeant, mais c'est amusant.